Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Tuée par les hommes, souvent en raison d'une peur maladive et injustifiée, la vipère est également victime en France de l'agriculture intensive qui détruit son habitat ou l'empoisonne. Pourtant, ce magnifique serpent à la pupille verticale est d'une grande utilité dans notre écosystème puisqu'il contribue notamment à la régulation des petits mammifères que sont les mulots, campagnols et autres musaraignes. Son venin, qui l'aide à tuer ses proies et à les digérer, n'est mortel sur l'homme que dans de rares cas isolés. Et pour faire table rase des idées reçues et autres préjugés, nous accueillons par téléphone Julien Arbé, photographe et éducateur à l'environnement dans le Jura. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, il existe plusieurs espèces de vipères en France. La plus connue, c'est la vipère Aspi, et une de ses particularités, on le disait en introduction, c'est sa pupille verticale. Est-ce que cette pupille, elle va lui donner des aptitudes visuelles particulières, ou alors est-ce que c'est juste là pour faire joli? Je sais que la vipère, elle a une vue qui est assez mauvaise, où elle va distinguer les grosses formes en mouvement, les contrastes, mais pas les détails quand ça bouge pas. Après aussi, la pupille enfante, elle va pouvoir s'élargir quand il y a un manque de luminosité, par exemple la nuit. La vipère, elle peut sortir la nuit, elle peut chasser de nuit si les températures sont clémentes. Elle va avoir une pupille qui va être moins fine, mais plus large, un peu comme notre pupille à nous qui va se dilater quand c'est sombre. Julien, alors notre vipère, elle est couverte de petites écailles. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus à l'aise dans l'eau que sur terre ? Pas du tout. La vipère et l'eau, elles sont pas copines. La vipère, elle fuit l'eau, elle aime pas ça. C'est un reptile, donc tous les reptiles ont des écailles, et les écailles vont agir comme des petits panneaux solaires sur son dos. Ils vont emmagasiner la chaleur du soleil et puis la restituer à son corps, puisque la vipère, c'est un animal à sang froid. On dit qu'il est poikilotherme, c'est-à-dire que la température de son corps va dépendre de la température extérieure. Donc, il faut pas qu'il fasse trop froid, sinon elle engourdit, c'est comme si elle avait plus de batterie. Il faut pas qu'il fasse trop chaud, sinon elle est en ébullition, elle peut en mourir. Il faut qu'elle soit à la bonne température, et pour ça, elle va utiliser ses écailles pour emmagasiner la chaleur, et une fois que la chaleur est emmagasinée, elle va pouvoir se remettre un petit peu à l'abri ou partir en chasse. Julien Arbé, les motifs de la vipère peuvent varier en fonction des individus. Ça sert à quelque chose ou c'est uniquement là pour faire joli graphiquement ? Ça fait plaisir aux photographes. Ça permet aussi aux herpétologues, donc les gens qui étudient les reptiles, de les différencier parce que les dessins d'un individu à l'autre, ils vont changer. Mais à quoi ça lui sert à elle ? Ça va jouer surtout sur son mimétisme. Ça va lui permettre de se confondre dans son environnement. Cette petite ligne en zigzag noir plus sombre, quand elle est dans les herbes sèches ou dans les branchages, font que la vipère, elle passe complètement inaperçue. Et à noter qu'elles n'ont pas toutes la même couleur non plus, hein. Non, il y a plein de teintes différentes. Des fois, on entend parler de vipères rouges, donc elles sont assez ocre, brun, très chaud, quoi. Il y en a qui sont beiges, il y en a qui sont mélaniques, donc toutes noires. La plupart sont brunes ou beiges, quoi. Mais c'est pas parce qu'on a deux serpents en face de nous qui sont de deux couleurs complètement différentes qu'ils font pas partie de la même espèce. On va trouver plus ou moins telle ou telle teinte en fonction de tel ou tel environnement. En montagne, généralement, les vipères vont être plus sombres pour emmagasiner plus facilement la chaleur. Julien, la vipère, elle mue 2 à 3 fois par an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand et pourquoi ? Alors, le petit vipéro, quand il naît, il commence à muer. Déjà, au bout d'1 jour, il a déjà mué. En fait, quand un animal mue, ça peut être des changements de couleur, mais dans le cas des reptiles ou des insectes, c'est qu'ils abandonnent leur vieille peau pour en avoir une nouvelle. Si vous voulez, le serpent grandit, grossit, mais sa peau, elle grandit pas. C'est comme s'il était dans des habits qui, au bout d'un moment, vont devenir trop petits pour lui. Alors, il va abandonner ses vieux habits pour en mettre des plus grands. Donc, il abandonne sa vieille peau, devenue toute opaque, pour en avoir une nouvelle qui est juste dessous. Donc, il va se frotter contre les branches, contre les cailloux. Il va enlever généralement en un morceau sa mue, comme une chaussette qu'on va retourner, enlever du pied. Et dessous, il a une nouvelle peau qui était déjà toute prête, qui est luisante, qui est brillante, qui scintille et qui fait un peu éclater les couleurs de la vipère. Donc, plus la vipère va prendre de l'âge, moins elle va grandir vite et donc moins elle va muer. Donc, une petite vipère va muer 2, 3, 4 fois dans l'année et une grande vipère va peut-être muer une seule fois dans l'année.
Et quand on parle de grandes vipères, c'est en moyenne 70 cm, c'est plus peut-être? La plus grosse que j'ai vue, moi, elle faisait 70 cm. Sa mue, en fait, elle avait laissé sa mue dans les cailloux. J'ai mesuré la mue faisait 70 cm et c'était déjà une grosse. C'est dans les plus grosses que j'ai vues, moi, en montagne en tout cas. Julien, est-ce qu'il va y avoir des différences entre les mâles et les femelles? Oui, il y a des différences morphologiques, mais qui sont pas évidentes à mettre en avant. On s'en rend compte quand on voit le mâle et la femelle qui sont posés l'un à côté de l'autre, parce qu'on peut les comparer, mais sinon c'est pas évident. Mais à savoir que la femelle, elle va être un peu plus costaud, plus large et plus trapue, que le mâle va être plus fin et plus long. Julien, contrairement à la couleuvre, la vipère, elle, va se déplacer assez lentement. Est-ce un choix ou est-ce que c'est dû à sa morphologie? La vipère peut se déplacer vite, même très vite, quand elle a peur. Si elle n'a pas peur, si elle n'a pas besoin de rejoindre un abri, alors là, elle va économiser ses forces. Mais c'est un peu comme n'importe quel animal. Un lièvre qui est capable de courir à 80 km/h, quand il se promène, il fait 3 bonds, il grignote, 3 bonds, il grignote. Donc la vipère, c'est un peu pareil. Elle va se déplacer vite quand elle est inquiète, et sinon, elle est assez statique, voire immobile. Elle va se mettre à un endroit où elle va pouvoir récupérer la chaleur du sol ou du soleil. Et puis une fois qu'elle est à la bonne température, et puis qu'elle est prête à se mettre en chasse, soit elle va attendre dans les cailloux sous un tas de bois ou sous un petit arbuste, soit elle va se déplacer tout doucement à la recherche de sa nourriture. Elle est capable d'aller vite, mais c'est la sobriété incarnée. Ça va vraiment doucement, ça se déplace peu. Il y a une étude qui a été faite en Normandie sur les vipères aspi. On s'est rendu compte qu'elles se déplaçaient en moyenne de 700 mètres par an et qu'elles mangeaient 3 rongeurs dans l'année. Donc c'est vraiment très peu. Julien, la vipère, on le disait tout à l'heure, elle va se nourrir de petits mammifères, mais aussi d'oiseaux ou encore de lézards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est sa technique de chasse? Le plus souvent, elle attend immobile à un endroit où il y a du passage. Donc elle va savoir qu'il y a du passage parce qu'elle va capter les odeurs de ses proies avec sa langue. En fait, sa langue, c'est un peu comme notre nez. Il va capter les odeurs. Donc elle va savoir qu'il y a telle ou telle bête qui passe par là, des mulots, des campagnols, des n'importe quoi, un loir. Et puis ensuite, le plus souvent, elle va attendre immobile jusqu'à ce que sa proie arrive. Elle chasse à l'affût, quoi. Mais ça arrive aussi qu'elle ait une chasse active où elle se déplace entre les pierres, dans un mur de pierre sèche, dans un talus, sur le bord d'une route, et puis qu'elle recherche des petits rongeurs, ça peut être des œufs d'oiseaux, des choses comme ça. Mais le plus souvent, elle est passive et elle attend d'avoir une bonne opportunité. Quand il y a un rongeur qui passe à proximité d'elle, elle se déplie, elle le mord, elle laisse agir son venin, puis elle va récupérer le rongeur mort à quelques mètres pour l'avaler. On parlait d'elle comme une tueuse d'oiseaux aussi, ça veut dire qu'elle monte aux arbres? Disons qu'on va la trouver le plus souvent au sol, mais ça arrive qu'elle monte dans des arbustes assez bas, 1 mètre 50 de haut. Des arbustes qui sont bien touffus, bien habillés, avec plein de petites branches. Elle va pouvoir grimper le long des branches pour se balader dedans. Moi, je l'ai observé une fois pendant la période du rut, où 2 mâles essaient de se dissuader et de se faire fuir l'un l'autre. J'ai observé une vipère grimper dans un arbuste et puis redescendre au bout de, 10-15 secondes après. Mais elle est quand même montée dans l'arbuste. Mais c'est pas une vipère qui va vraiment grimper, visiter les nids d'oiseaux dans les arbres et monter à 5 ou 10 mètres de haut comme peut le faire la couleuvre d'Esculape, par exemple. Voilà, puis pas de panique, elle ne va pas se jeter sur nous d'une branche d'arbre non plus. Non, il n'y a aucun risque. D'ailleurs, souvent les gens ont peur de se faire mordre par une vipère. Une vipère de 60 cm, par exemple, si on se tient à 60 cm de sa tête, on risque plus rien. Il y a 0 risque. Même si elle se déplie, elle peut pas nous arriver dessus. Donc si vous vous tenez à 1 mètre au moins d'une vipère, si vous n'allez pas l'agacer avec un bâton ou avec les mains ou essayer de l'attraper, il n'y a aucun risque qu'elle vous saute dessus pour qu'elle vous morde. Voilà, c'est plutôt par accident, hein. Genre on dérange un peu la vipère, on marche dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment, quand elle a peur, elle se retourne et elle mord. On attrape un écureuil par la queue, il se retourne, il nous mord. Mais l'écureuil, il n'est pas méchant. La vipère, c'est pareil. Si vraiment elle se sent attaquée ou acculée, elle veut rentrer dans son trou, mais il y a ma botte qui bouche l'entrée du trou, même si je ne le sais pas, là, elle va avoir peur. Donc elle se met d'abord en position, elle fait un petit peu le S, elle se recroqueville, elle siffle pour montrer qu'elle est là, elle souffle de l'air. Et puis si vraiment là on va l'embêter, elle peut mordre. Moi ça m'est jamais arrivé, c'est assez rare les morsures de vipères. Enfin c'est rare, il y a 1000 morsures de vipères par an en France
pour une centaine d'hospitalisations et un décès par an. Et alors ce venin, il passe par des crochets, c'est ça, là, des petites dents assez pointues? Ouais, des petites dents toutes fines, assez fragiles. D'ailleurs, ça arrive que la vipère se casse un crochet. Donc quand elle se casse un crochet, il y a un deuxième crochet qui pousse tout de suite derrière après. C'est comme les dents de requin. En fait, les crochets des vipères sont des dents très fines et qui sont creuses. Et à l'intérieur de la dent va passer le venin. Donc le venin, il est formé dans des glandes à venin qui sont sous le palais. Quand la vipère ouvre la gueule, les crochets vont se dresser, se planter dans la peau de la proie, et le venin, il va transiter des glandes à venin jusqu'au tissu de la proie par l'intérieur des crochets. En fait, c'est ni plus ni moins que des petites seringues. Et Julien, est-ce que ce venin est inépuisable? Elle en a tout le temps, la vipère? Non, pas du tout. Elle passe de l'énergie, elle met du temps à fabriquer son venin. Je sais pas combien de temps elle met, je l'ai su, c'est de l'ordre de plusieurs jours, voire semaines. Si bien que quand elle a plus de venin, elle va avoir du mal à se nourrir. Parce que elle se nourrit surtout en injectant du venin. Elle mord sa proie, elle injecte le venin, elle va récupérer la bête paralysée après, morte. Quand elle a plus de venin, si elle mord une proie, elle peut pas injecter le venin. Donc la bête, elle est mordue, mais il faut que la vipère l'agrippe et la garde avec elle. Donc là, ça va être une sérieuse difficulté. Donc une vipère qui a plus de venin, elle va avoir vraiment des difficultés à s'alimenter pendant plusieurs jours. Donc c'est pas un but pour elle de mordre à qui mieux mieux, quoi. Le but, c'est de préserver son venin. Si vraiment elle a besoin, elle va s'en servir. Donc soit quand elle veut manger, soit quand elle mord pour se défendre. Et encore, c'est pas systématique. Parce que quand elle fait des morsures de défense, une fois sur deux, sur des humains, elle n'injecte pas de venin. On appelle ça des morsures blanches ou des morsures sèches. Et à noter, Julien, que si on se fait mordre par mégarde, on met le pied sur une vipère, parce qu'on a bien compris donc que si on se tient à 1 mètre, on a pris l'habitude avec le Covid, ça tombe bien, si on se tient à 1 mètre d'une vipère, aucune chance de se faire mordre, mais par malchance, on met le pied dessus. Faut surtout pas faire de garrot, faut pas non plus aspirer le venin. Quels sont les bons réflexes? Le bon réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. C'est de pas s'affoler, pas courir, parce que plus on court, plus le rythme cardiaque va s'accélérer. Donc le venin, il se trouve dans le sang. Donc il va diffuser partout dans l'organisme très très vite. Il faut aller doucement. L'idéal, c'est d'être accompagné, mais on peut marcher 1 heure après. Si on ne développe pas de réaction allergique, on peut marcher 1 heure tranquillement après une morsure de vipère. Après, si on a une allergie au venin de vipère, ça arrive. Comme il y a des gens qui sont allergiques aux abeilles, là, il faut être pris en charge plus rapidement. Mais si on se fait mordre par une vipère, on va à l'hôpital sans paniquer. Et puis à l'hôpital, ils nous gardent en observation, ils regardent comment le corps réagit. Et s'ils voient qu'on développe des œdèmes ou des gonflements ou quoi que ce soit, là, ils vont nous mettre de l'antivenin. Mais c'est même plus systématique maintenant à l'hôpital. Mais pas de garrot et pas aspirer le venin, parce que si on aspire le venin sur le bras du copain, le venin qu'on a aspiré peut se rentrer dans notre sang à nous par les muqueuses de la bouche. Alors Julien, on l'a bien compris, notre vipère n'est pas aussi hyperactive que notre petite hermine dont on a parlé la dernière fois. Au mois de novembre, elle est encore moins active, cette vipère, parce qu'elle va hiverner. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va roupiller jusqu'au printemps prochain. Donc, dès que les températures diminuent à l'extérieur, elle est faible, elle n'arrive plus à se déplacer correctement, elle n'arriverait plus à chasser, donc elle va rentrer en hibernation. Donc son rythme cardiaque il va diminuer, puis elle va s'endormir. Alors elle ne le fait pas à côté de la maison sur un caillou, elle va se mettre à l'abri des prédateurs et à l'abri du froid. Donc en général, elle va rentrer dans le sol par une fissure dans un rocher ou par une galerie de rongeurs. Elle va rentrer assez profondément dans le sol et puis elle se met en léthargie. Et au printemps, dès que les températures remontent, elles vont se réveiller. Dans le sud de la France, elles peuvent se réveiller au mois de février. Et puis en montagne, dans les Alpes ou le Jura, par exemple, se réveiller au mois d'avril. La reproduction, justement, elle va commencer, elle aussi, avec ses premiers rayons de soleil du printemps. Comment les mâles vont-ils convoiter les femelles, Julien? Les mâles, ils arrivent en premier sur les sites de reproduction. Les sites de reproduction ne sont pas les mêmes que les sites où elles vont hiberner. Elles se déplacent un petit peu d'un endroit à l'autre. Mais c'est vrai que quand elles sortent de l'hibernation, assez rapidement, elles vont aller sur leur site de reproduction, les mâles en premier, 10 jours, 2 semaines avant les femelles. Et les mâles vont essayer, entre guillemets, de gagner les faveurs de la femelle en se dissuadant les uns les autres. Donc ils vont essayer de se faire fuir. Donc il y a des combats qui sont magnifiques, c'est super beau à voir, où ils vont s'entortiller un peu comme une tresse. Ils vont s'enrouler l'un à l'autre mutuellement jusqu'au niveau du cou. Les 2 têtes de chaque côté sont libres et puis ils vont
ramper très très vite, comme si on serpentait au sol très très vite, en faisant, on appelle ça une danse nuptiale. Ça ondule, ça fait comme un liquide un petit peu, c'est vachement joli. Faut regarder si vous avez internet, tapez danse nuptiale vipère, vous allez trouver des vidéos qui sont magnifiques de deux mâles qui sont en train de combattre pour gagner les faveurs de la femelle. Et j'imagine que le perdant, il repart la tête basse, et puis celui qui a gagné reste sur le secteur, et puis essaie de trouver la femelle en tirant la langue de temps en temps pour savoir où elle est. Et vous avez déjà vu des reproductions ? J'ai jamais vu de reproduction. J'aimerais beaucoup voir ça, mais j'en ai jamais vu. Mais j'ai vu une magnifique danse nuptiale de deux mâles qui se battaient l'un l'autre, et il y en a même un qui a mordu le second à la tête. Alors ça allait très très vite, donc moi ça m'a semblé qu'il l'avait mordu à la tête, mais j'étais pas sûr. Et en regardant les photos après, je me suis rendu compte qu'il l'avait bel et bien mordu à la tête. Ensuite, après la morsure, le mordeur, il a bâillé, il a ouvert très grand les mâchoires, et on voit une petite goutte de venin qui tombe d'un des crochets de la vipère. Donc c'est rare qu'elle se morde pendant les parades, mais ça arrive. Voilà, photo impressionnante, parce qu'on peut voir que la vipère peut ouvrir vraiment très très grand la bouche. Oui, les vipères, des serpents, tous serpents confondus, enfin que je sache, en tout cas les serpents qui vivent en France, ils peuvent avaler des proies beaucoup plus grosses que leur tête ou que le diamètre de leur corps. Alors pour ça, ils vont déboîter la mâchoire elle va s'ouvrir en largeur, et puis ils peuvent ouvrir la mâchoire à 180 degrés pour manger. Une vipère qui a une tête grosse comme une phalange de pouce, elle va pouvoir manger un campagnol de 40 grammes sans aucun problème. Elle l'avale tout rond, elle met du temps à le digérer, elle doit avoir des petits relents gastriques. Mais en tout cas, elle y arrive, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai qu'elle se déboîte la mâchoire pour avaler des grosses proies. Elle mange peu. Si elle mange 3 fois dans l'année, il faut qu'elle mange des proies qui lui donnent de l'énergie, quoi. Et à noter, on parlait de la tête de la vipère, tête de forme triangulaire pour la vipère. Ouais, quand on la regarde depuis le haut, la vipère, elle a la tête triangulaire, et la vipère aspi, donc la plus courante, qu'on trouve dans les 2/3 sud de la France, a le museau retroussé un petit peu. Après, il faut faire attention, il y a une couleuvre qui ressemble à la vipère aspi qui s'appelle la couleuvre vipérine, justement parce qu'elle ressemble beaucoup à la vipère aspi. Elle a une tête aussi en forme de triangle. Julien Herbet, la vipère, elle est ovovivipare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ovipares, c'est les animaux qui pondent des œufs. Vivipares, ils font des bébés, tout déjà formés. Et ovovivipares, c'est un peu un mélange entre les deux. La vipère, en fait, elle fait des œufs, mais elle va pas pondre ses œufs dans la nature contre un tas de cailloux. Non, ses œufs, elle va les garder à l'intérieur de son corps. Donc l'embryon va se développer dans l'œuf, et l'œuf, il va être protégé des prédateurs à l'intérieur du corps de la maman. Mais l'embryon, il se développe sans contact direct avec la maman. Il n'y a pas de cordon ombilical. Il est vraiment dans son œuf. Il va se développer dans son œuf, et une fois que l'embryon est prêt, qu'il est formé, l'œuf va éclore, et la femelle vipère va aller pondre des bébés, en fait. Elle met bas des petits qui viennent d'éclore des œufs. Donc on peut pas se promener dans la nature et trouver des œufs de vipère. On peut trouver des œufs de couleuvre, mais pas des œufs de vipère. Combien de petits en moyenne pour la vipère ? Alors, la vipère péliade, j'avais lu que c'était 7 petits en moyenne. J'imagine que c'est pareil pour la vipère aspi. Julien, moi je suis tombée des nues quand j'ai vu que l'adorable et innocent hérisson, enfin en tout cas dans mon esprit, pouvait manger des vipères, faisait partie des prédateurs des vipères, c'est vrai ? Alors oui, le hérisson, il est connu pour être un prédateur de la vipère. Sa technique, elle est assez simple. Donc, le hérisson, c'est un insectivore. Il est assez mignon avec sa petite truffe ronde et son museau pointu, mais il a des dents de prédateur. Donc lui, il va mordre le serpent au niveau de la queue, et ensuite, il va garder la queue du serpent entre ses dents et se mettre en boule. Le serpent, il va s'agiter, il va s'épuiser et se tuer en se tapant sur les piquants du hérisson. Une fois que le serpent est mort, le hérisson va le manger. Quels sont les autres prédateurs ? Alors, la vipère, elle a pas mal de prédateurs. Alors, je peux déjà commencer par l'homme, même si c'est un serpent qui est protégé. Il y en a quand même pas mal qui se font couper en rondelles pour différentes raisons. Bon, un prédateur, qu'on n'est pas vraiment un, mais il y a les voitures. Et puis après, dans les prédateurs naturels, il y a un petit aigle qui est spécialisé dans la chasse des reptiles qui s'appelle le circaète Jean Leblanc. Il y a un petit aigle blanc-beige qui va manger lézards, couleuvres et vipères. Il mange que ça. Lui, il est nicheur dans nos régions, hein, on peut en voir. Il y a aussi le blaireau, qui est un prédateur des vipères, qui va pouvoir aller les chercher jusqu'à l'intérieur de leur cachette, sous terre, sous des cailloux. L'hermine, dont on a déjà parlé, est un prédateur de la vipère.
Le lynx, j'ai lu il y a pas longtemps un article comme quoi un lynx avait mangé une vipère. La buse, j'ai photographié une buse avec une vipère dans les serres, pas très loin de chez moi. Et puis les grands échassiers, aigrettes, hérons, voilà, un héron qui trouve une vipère, il va pas se gêner. Ouais, du coup, ça lui fait pas mal de prédateurs, beaucoup de dangers à surveiller. Elle fait comment? Elle garde la tête levée au ciel toute la journée? Elle reste terrée? Ouais, en fait, elle se met à couvert. Le gros prédateur de la vipère, le plus courant, ça va être la buse. Et la buse, elle vient des airs, donc c'est les rapaces, quoi. Donc la vipère, elle va se mettre à couvert sous des branches basses, sous des buissons, dans des tas de bois, dans un endroit où elle va pas être vue du ciel. Et puis elle va miser sur son mimétisme, sur les couleurs de sa robe pour se fondre dans son environnement. C'est vrai qu'elle est toujours à couvert. On voit de temps en temps, on voit souvent dans les magazines des photos de vipères. La vipère, elle a enroulé sur son caillou au milieu de la montagne, au milieu du pré. On voit le paysage derrière et la vipère est magnifique sur son caillou. Ça, c'est des serpents qui ont été manipulés. La vipère, elle va pas se mettre en rond sur un caillou au milieu d'un champ et attendre que l'observateur il vienne la voir. Non, elle fait pas ça. Elle va se mettre à l'abri, souvent sous un aplomb ou dans de la friche ou un endroit où elle va passer inaperçue. Oui, voilà. Alors, quand vous dites manipuler, ça fait partie de ces photographes qui n'ont pas un comportement très éthique et qui vont mettre en scène de manière artificielle la nature, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, il y a plein de techniques. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y en a qui vont jusqu'à mettre au réfrigérateur des serpents pour les endormir et les mettre dans la position qu'ils veulent pour les prendre en photo. C'est terrible. C'est terrible, hein. Et c'est hyper tabou parce qu'on n'en parle pas. Moi, je fais des festivals de photos. J'ai souvent des magazines. C'est quelque chose dont on parle pas ou vraiment très très peu. Quand les serpents sont pas mis au frigo, c'est des serpents qui sont attrapés à la main, qui sont mis sous un couvercle, un seau, un récipient quelconque pendant un moment, 1 minute, 2 minutes, puis le serpent ensuite, c'est comme s'il se mettait un petit peu en pause, il devient immobile. Les photographes ou les observateurs enlèvent le seau ou le couvercle et ils ont le temps de faire des photos en tournant autour sans que l'animal bouge. Puis ensuite, après, il fait sa vie. Mais voilà. Donc ça, moi, je trouve que éthiquement parlant, pour moi, c'est pas être responsable et c'est pas être photographe nature que de fonctionner comme ça. Mais ça se fait. Mais voilà, ce qu'on voit dans les livres, les images qu'on voit dans les livres sont pas forcément représentatives de la réalité de terrain, surtout avec les serpents. Ça sera l'occasion d'en reparler pour une prochaine émission. Julien, je note le sujet. C'est important de parler de tout ça. On parle des menaces de la vipère. Outre de cette menace humaine, parlons un petit peu de l'agriculture intensive qui va, elle aussi, la mettre en danger parfois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ? La vipère, elle est liée à un habitat, on l'a dit, c'est des endroits bien exposés qui sont assez enfrichés. Pas forcément frichés, mais voilà, elle aime bien les haies, elle aime bien les talus des routes, elle aime bien les murs en pierre sèche, les ruines, les abords de maisons abandonnées, etc. Tout ce qui fait que c'est un peu le foin, quoi. Tout ce qui fait que c'est pas très propre. La nature, elle aime pas ce qui est trop propre. La vipère, elle va pas venir chasser dans le jardin si dans le jardin, il y a que de l'herbe rase. Par contre, s'il y a des petits tas de bois, des petits tas de planches, des zones où on n'a pas tondu, là, ça va l'intéresser. Elle va pouvoir venir chasser. Elle va être sensible à l'arrachage des haies, au remplissage des talus, au rebouchage des fossés, etc. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'elle peut être sensible à certaines activités agricoles. Il y a aussi une chose qui est assez importante, et qu'on a du mal à mesurer, c'est que la vipère, malgré son statut de protection, c'est un animal qui est quand même mal aimé, qui est assez pourchassé. Il y a des gens vraiment qui cherchent les vipères pour les tuer, parce qu'ils en ont sincèrement peur et qu'ils veulent pas que quelqu'un se fasse mordre, piquer, comme ils disent. Mais même si c'est un animal protégé, il y en a un paquet qui se font tuer, parce qu'on en a peur, quoi. Parce qu'on a une peur viscérale du reptile, et puis c'est souvent une peur... comme on l'a vu, c'est une peur disproportionnée, quoi. On a 50 fois plus de chances de mourir d'une piqûre d'abeille que d'une morsure de vipère, 30 fois plus de chances de mourir d'une balle perdue à la chasse que d'une morsure de vipère. Malgré ça, on leur fait la guerre, on les aime pas, parce que la vipère, elle représente, dans la culture, à la religion, c'est la mort, la souffrance, tout ce qui est bien sombre, quoi. Julien, justement, c'est important pour vous de la réhabiliter, cette vipère, de sensibiliser les humains à sa beauté, à sa protection. Comment réagissent les personnes que vous emmenez les observer, justement ?
Bonne question. Alors, moi, j'emmène jamais pendant les stages photo, les sorties photo à thème, j'emmène pas les gens observer des animaux. Pour plein de raisons différentes, mais on fait pas d'observation d'animaux. Sauf, parfois, avec les vipères. Justement parce que c'est tellement un animal qui répugne les gens. Il y a des gens pour qui c'est vraiment phobique, hein. Il y a des gens qui en ont très peur. Moi, ça m'est arrivé juste des gens qui feuillettent le bouquin, ils tombent sur les photos de vipères, ils referment le bouquin. Quand je fais des projections dans les centres de vacances, les gens voient une photo de vipère, j'ai systématiquement des remarques ou des têtes qui se tournent. Tout le temps. Pourquoi j'emmène les gens voir les vipères? Parce que je me dis, il faut que les gens se rendent compte que la vipère, elle en a rien à fiche de nous, que si on la laisse tranquille, elle va pas nous sauter dessus. Si on l'embête, elle va aller se cacher dans un trou, et si vraiment elle est coincée, c'est là où elle va nous mordre. Fait que les gens, ils comprennent que la vipère, c'est un peu pas vu, pas pris, quoi. Elle va essayer de passer inaperçue et se planquer. On peut, quand on voit une vipère, alors déjà, il faut la voir, parce qu'en général, quand on approche, juste le bruit des pas et puis le tremblement du sol font qu'elle le sent, elle va s'enfuir. Elle sent très bien les vibrations du sol avec sa mâchoire, la vipère. Donc déjà, si on arrive vers une vipère, c'est qu'elle était endormie ou qu'elle nous a pas senti arriver. C'est déjà pas mal. Et ensuite, une fois si elle nous a vus ou qu'elle remarque qu'on est là, les 3/4 du temps, si elle a assez d'énergie pour le faire, elle va se sauver. Donc elle se sauve plus ou moins vite sur la distance à laquelle on est. Mais elle va se sauver, elle va rentrer dans un caillou, sous sa branche, et puis ressortir la tête 10 minutes ou 2 heures après. Ça permet ça de montrer aux gens que oui, là on est à côté d'une vipère, elle est à 1,50 m de nous, on reste assez loin, elle reste ici, elle est en confiance, on peut faire des photos, on risque rien. Si on approche un petit peu, elle va se sauver. C'est pas l'animal qui a qu'une envie, c'est de nous croquer. Au contraire, si elle nous croque, elle risque de perdre du venin, donc elle se met en danger. Est-ce que c'est un animal difficile à approcher, à observer, à photographier? Alors on imagine, oui, si certains les manipulent comme ça, c'est que forcément ça doit pas être simple de faire une belle photo. Si on veut observer les vipères, ce que je conseillerais, la marche à suivre, c'est d'aller dans un endroit bien exposé, pas en plein milieu de journée, en plein été, parce que là vous les verrez pas. Typiquement, au mois de juillet, quand les journées sont chaudes, il faut aller à 9h30, 10h le matin, ou alors 5h l'après-midi. Et chercher, alors se balader le long de murs en pierre, le long de talus, voilà, vraiment, je parle souvent des murs en pierre parce qu'elles aiment bien. La première fois qu'on voit une vipère, on risque de la voir succinctement, quoi. On va l'entendre se sauver, ou alors on va voir la queue qui file, on dit tiens, il y en avait une ici. Et une fois qu'on le sait où elle est, c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir l'approcher avec précaution, parce qu'on saura où elle est, donc on va doucement, on tape pas trop les pieds au sol, sinon elle va sentir les vibrations, elle va fuir. On avance doucement. Et quand on arrive à l'endroit où on l'avait vue, si on la retrouve pas, soit on va voir ailleurs. S'il n'y en a pas d'autres, soit on s'installe, on s'assied devant le trou à 1,50 m, 2 m, 3 mètres. On fait pas de bruit, on tape pas le sol, on est assis, on est immobile et on attend. Et puis elle va finir par pointer le bout de sa tête. Les vipères à trouver, c'est pas facile, mais une fois qu'on les a trouvées, on les retrouve facilement dans les mêmes endroits. Après, à photographier, c'est pas facile parce que c'est un animal qui est tout en long. Ça fait 2 cm de large et 60 de long. C'est tout en long, donc on a du mal à photographier l'animal en entier. Et souvent, il est dans des endroits où il y a des tiges, des branches sèches, des bouts d'écorce qui traînent un peu partout. Et on a des photos qui font vite un peu fouillis, où il y a beaucoup d'éléments sur la photo, puis on perd un petit peu le serpent. Alors, d'à côté, ça permet de montrer son mimétisme. C'est génial, ça, quand je fais des animations avec des enfants. Trouver le serpent. C'est rigolo, ça. Ah, j'ai trouvé, il est là. Ça peut être un avantage pour le côté pédagogique, pour montrer là où elle vit, mais si on veut faire des photos vraiment plus graphiques et épurées, c'est compliqué d'avoir une vipère dans un environnement assez épuré. Donc, faut y aller souvent. Puis un jour, elle sera dans la bonne position, avec la bonne lumière, et là, on arrivera à l'isoler un peu du fond. Vous l'avez dit, Julien, vous revenez souvent. Est-ce que les vipères vous reconnaissent à force? Ah, je suis sûr que oui. La grosse mémère, là, la fameuse vipère de 70 cm que j'ai suivie pendant 2 ans, je l'ai présentée à ma fille, à mon amoureuse, on a allé la voir plusieurs fois. Au début, quand je l'approchais, systématiquement, elle se sauvait. Tout le temps. Elle se sauvait. Elle allait se mettre sur son caillou, puis elle ressortait. À la fin, quand j'ai passé tout l'été avec elle, alors je vais la voir 2-3 fois par semaine, je passe 2-3 heures à chaque fois avec elle. Et bien à la fin, quand j'allais la voir, parce que cette année je l'ai pas revue, elle bougeait même plus. J'approchais, peut-être qu'elle savait pas que c'était moi, mais elle savait que c'était quelque chose de mon espèce, quoi. Elle savait qu'elle était pas en danger.
que j'étais trop gros pour être une proie, que je bougeais pas assez vite pour la mettre en danger. Donc pour elle, elle était tranquille. Et c'est vrai qu'à la fin, je pouvais arriver en discutant et elle était devant son trou, elle bougeait même plus la tête. Quelles sont les plus belles scènes que vous ayez observées, Julien? La danse nuptiale des 2 mâles dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'était super. Il y a eu la découverte d'un petit vipéro au mois de septembre à côté de la grosse mémère, à côté de la grosse femelle que je suivais. Ça, c'était un chouette moment aussi parce que je l'avais suivi de la sortie d'hibernation jusqu'à l'entrée en hibernation l'hiver d'après. Et quand on voit les petits, on se dit, ah bah ça y est, je comprends pourquoi elle était si grosse. Il y a une fois, j'ai vu un mulot. C'était pas dans le Jura, c'était en Haute-Savoie, au-dessus du lac d'Annecy. Il y avait un petit soubassement en pierre et au pied du soubassement, il y avait une vipère que je guettais. Il y avait des arbres autour. Donc moi, j'étais assis, installé, puis bah, on attendait mutuellement que quelque chose se passe. Et il y a un mulot qui est passé à peut-être 20 ou 30 cm de la vipère. Elle n'a pas bougé. Elle aurait pu le croquer devant moi, en tout cas le mordre devant moi. Et elle n'a pas bougé. Donc ça, c'est un moment aussi qui me restera parce que ça aurait pu être un grand moment dans une vie de naturaliste de pouvoir observer ça dans la nature. Votre plus belle photo? C'est une vipère péliade, donc c'est une vipère qu'on va trouver dans les Alpes et le Jura en altitude, qui est assez rare dans le Jura. Il reste quelques stations. Elle est devenue très rare parce qu'elle vit dans les marais qui ont été asséchés, ou les tourbières qui ont été drainées. Et c'est une vipère péliade, donc qui est sur un mur en pierre sèche qui traverse une tourbière avec de la mousse bien verte dessous. Merci beaucoup Julien Arbé pour toutes ces précieuses informations sur les vipères. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent voir des photos de ce beau serpent, rendez-vous sur votre site internet www.julienarbez, et Arbé ça s'écrit ARBEZ.fr. Merci Julien. Merci, au revoir. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.